Bonjour à toutes et bonsoir plutôt à toutes et tous pour ce nouveau webinaire et ce Facebook Live avec Imanou et Paul comme tous les mardis soirs. Et puis ce soir, un nouvel invité. Je suis ravie, nous sommes ravis. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Sébastien Lilly, président de l'INRES, de la revue, rédacteur en chef de la revue Inexplorée, producteur, réalisateur sur INRES TV. Puis on aura l'occasion d'en reparler et surtout, vous allez avoir les infos qui vont passer là sur Facebook concernant la dernière production de Sébastien, 4 tomes, 4 chapitres du chaos à l'harmonie, 4 documentaires, dont le premier documentaire est un don de l'INRES, puisqu'au départ, ça devait être un film, et puis la situation sanitaire a bien fait bouger les choses. En même temps, c'est hyper actuel. Et donc, vous pouvez découvrir gratuitement sur INRES TV le premier chapitre, le premier épisode de ce documentaire en 4 étapes. Donc déjà, merci Sébastien. Merci Delphine pour cette présentation. Bonsoir tout le monde, bonsoir Imanou, bonsoir Paul, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir pour ce dialogue de 30 minutes. Je suis vraiment ravi. Et merci pour ta présentation. C'est vrai que ça fait déjà 13 ans, l'INRES, et ce documentaire du chaos à l'harmonie est un petit peu une synthèse finalement de beaucoup de choses que j'ai eu la chance d'apprendre pendant ce riche parcours. Donc voilà, on en fait une belle contribution généreuse, gratuite. Et ce film, effectivement, a pour objectif de réunir un maximum de monde. Donc si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à le partager. Profitez-en. Ouais, d'ailleurs, on va mettre au fur et à mesure, Céline va mettre toutes les infos pour que vous puissiez cliquer et avoir les références. Et puis, on continue de toute façon toujours à être dans ce partenariat avec l'INRES. Ça dure depuis longtemps. Tu rappelles 13 années, Sébastien, mais je pense qu'il y a 13 ans, puisque je me souviens avoir fait le premier lien avec Stéphane. C'était une conférence, enfin, c'était le GRET qui organisait ces événements annuels. Et il y avait un stand. À ce moment-là, la revue ne s'appelait pas encore Inexplorée, n'était pas encore en kiosque. Et j'avais, voilà, c'est Christine Gatineau, mon ex-compagne décédée aujourd'hui, qui travaillait pour les éditions du Souffle d'Or et qui avait fait le lien avec Stéphane à l'époque. Je m'en souviens très bien. Et où j'avais rencontré aussi Paul Lebrun. C'était un très, très bon moment. C'est vrai que c'est un partenariat qui nous a toujours semblé naturel, donc je suis ravi d'être là ce soir. Tout a toujours été simple entre nous et je crois qu'on est de belles âmes sur le chemin de la spiritualité, à s'éveiller jour après jour. Donc content de vous retrouver ce soir en tout cas. Ouais, on se voit grandir et puis on se voit arriver à une période de cette humanité et de cette civilisation clé. Et je vais commencer par ça. Alors, je me suis beaucoup plongée dans le tome 4 du chaos à l'harmonie, Sébastien. Et tu commences par une thématique assez chère, en tout cas pour le Wu Tao et éveiller l'âme du corps. Imanou en a parlé encore récemment. Tu parles de l'apocalypse de Saint Jean. En disant voilà, que le monde doit changer et tout ce que nous connaissons va se transformer. C'est en substance le message de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est aussi finalement l'étape collective et transitoire que nous traversons en cette époque étrange et incertaine. Je rappelle que Apocalypse signifie révélation, donc le temps de la révélation. Et je vais me tourner vers vous trois. En vous disant, toi Sébastien, que représente ce temps de la révélation? Et puis pour Imanou et Paul, est-ce que ce temps de cette révélation ne doit pas passer par la chair et notamment transformer notre chair en chair de conscience? Notre chair en chair de conscience. Bien sûr, c'est Teilhard de Chardin qui disait nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et je crois que c'est tout l'intérêt du tome 4, que vous aurez peut-être la chance de découvrir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais qui nous invite à prendre conscience finalement de la matière, du corps, à spiritualiser la vie d'ici-bas et pas l'inverse finalement. C'est vrai que parfois la pratique de la spiritualité, quand elle est un petit peu maladroite, que nous faire partir dans les plans célestes, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'incarner cette spiritualité
dans le corps. Et l'Apocalypse, oui, c'est finalement l'effondrement que nous sommes en train de vivre, hein. Les illusions que nous avons s'enlèvent et la lumière de la conscience prend le pas sur le reste. Donc on a besoin de l'incarner dans notre chair, dans notre corps. On est des êtres évolutifs. Anne Guéquière le disait, je crois, il y a encore une semaine chez vous, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'être humain est embarqué dans un processus évolutionnaire et finalement, c'est ça qu'il faut retenir si on doit retenir une seule chose, c'est qu'on est des êtres évolutifs et que du coup, s'inscrire dans ce temps de la conscience ici, là, maintenant, dans notre corps, dans notre chair, c'est la plus belle des choses à faire. Donc, un petit commentaire. Oui, oui, bah, je suis un peu touché, ravi, je dirais, d'entendre ça. Je commence à être une ancienne génération, comme vous pouvez le voir avec mon aspect blanc. Et donc, je suis ravi d'entendre, Sébastien, ça, parce que c'est rare cette idée-là dans les chemins spirituels d'éveiller l'âme du corps, hein, qu'on a donc en créant le Wu Tao mis comme baseline, justement un peu pour créer un peu une une belle provocation, pour créer un espace d'un seul coup de prise de conscience, parce que la plupart des pratiques sont des pratiques qui sont liées souvent et culturellement d'ailleurs à la mortification du corps. Et ce sont des pratiques où on essaye de se détacher des pulsions, des désirs du corps pour atteindre une sorte d'espace de paradis céleste comme ça, dans lequel je ne suis plus aux mainmises et de mes pulsions et tout ça. Et je suis ravi d'entendre ça, donc parce qu'on se trouvait quand même assez seul hein, sur le chemin quand même on a créé le Wu Tao et qu'on a osé mettre éveiller l'âme du corps et où on a pris tous les vieux résistants des autres pratiques qui sont dans l'abnégation, dans le dépassement, dans la transcendance du corps, etc., plutôt que de l'illuminer. Et je dirais peut-être même pas de l'illuminer, peut-être tout simplement d'y voir la lumière déjà là, et d'y voir le sacré déjà là. Et c'est peut-être plutôt même ce chemin-là qui fait que quand on a ce retournement un peu de conscience et dont on voit le sacré qu'il y a là, et d'un seul coup, en réponse, ça s'illumine. Mais voilà, donc je suis ravi et c'est pour ça voilà, de voir que les jeunes générations reprennent ce flambeau-là et qu'il y en a quelques-uns, parce que je pense que vraiment, par contre, on n'est pas très nombreux dans cette compréhension de cette spiritualité-là. Et donc, je pense que, alors c'est un peu, ça peut paraître prétentieux, mais c'est juste pareil parce que je prends de la bouteille maintenant et que j'ose. Euh, je crois et j'ose dire, et ça fait un petit moment avec Emmanuel, on a fait le constat quand on a créé le Wu Tao qu'il y avait un échec des spiritualités. Et justement pour cette raison que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont touchées, et je ne remets pas ça du tout en question, dans des transcendances, dans des retraites, dans etc., etc. Et dès que ça revient dans le corps social, dès que ça revient dans le corps, dès que ça revient dans le corps social, ça ne marche plus. C'est-à-dire que ça s'éteint. Il n'y a pas ce chemin, donc c'est touché dans un en dehors, et dès que ça redescend, entre guillemets, eh ben, ça perd de sa vivacité, ça perd de sa lumière, et ça n'amène pas la révolution espérée, ou l'évolution espérée. Et, aujourd'hui, on vit une crise, donc avec l'opportunité peut-être qu'il se passe quelque chose. On vit un moment de dévoilement où là, ceux qui ne voulaient pas voir sont un peu obligés et poussés à voir, et d'un changement, je suis un pratiquant d'arts martiaux quand même aussi par le passé, donc je dirais d'une bataille à mener. Cette bataille, elle n'est pas gagnée, elle n'est pas perdue, mais elle a besoin de nous pour aboutir. J'en sais rien, elle a besoin de nous. Alors je suis plutôt assez confiant, mais elle a besoin d'être jouée, cette bataille, et elle a besoin d'être jouée dans le corps social. La situation, là, nous amène pas dans les transcendances des montagnes ou ceci, cela. Elle nous ramène là. Et même dans un acte très cher au Wu Tao, qui est la respiration. C'est-à-dire que là, c'est la respiration, c'est la parole
j'ai aimé, à la radio, j'ai entendu, je ne sais même pas qui, je pourrais pas le citer, mais j'ai adoré le mot. Il dit la parole est l'enveloppe du sens. Et la parole se dépose à l'intérieur de quelqu'un et germe. J'ai beaucoup aimé cette idée. Ça rejoint l'idée que tout est vibration, hein, tout est vibration, tout part du son, se transforme en lumière et puis atterrit en forme finalement. Et on a besoin finalement de s'inscrire dans ce processus de création pour incarner le changement. Et c'est vrai que moi je suis un grand pratiquant de la mémoire cellulaire et ça nous amène à ce constat que tu viens de faire, c'est-à-dire que nous sommes des êtres évolutionnaires, oui, mais ça veut dire qu'on est des êtres blessés aussi, qu'on a besoin d'en prendre conscience, qu'on a besoin de le voir dans notre chair, dans notre corps, parce que finalement, ce sont les cellules de notre corps qui gardent cette empreinte, celle de nos blessures d'enfance, celle des blessures de nos ancêtres, ce sont des cellules, comme le disent les grands sages aussi, qui sont connectées finalement à cette toile quantique, à cet au-delà, et à toutes ces mémoires finalement. Ça se répercute dans l'ADN, mais c'est bien dans ce mouvement de transcendance, mais vers le corps, que se joue cette évolution. Et ça, c'est, je crois, capital, parce que sinon, on va avoir de plus en plus d'illusions qui vont se créer, on va rester des êtres mentaux et on va avoir du mal justement à incarner ce changement. Donc, je suis ravi en tout cas de partager ces choses-là avec vous. Eh ben moi aussi, hein, vraiment, là, ce que tu viens de dire, et les gens qui me connaissent peuvent le savent, j'ai souvent beaucoup de choses à dire, et là, j'ai rien à dire. C'est parfait. On se rejoint, ouais. Oui, je n'ai rien à dire. C'est toi, Imanou. C'est vrai, moi je suis ravie de se retrouver comme ça avec Sébastien là-dessus parce que c'est profondément ce que vient de dire Paul, c'est quelque chose qui est cher, dans le sens cher, on va la garder comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir compris ça. Effectivement, comme tu dis, Sébastien, c'est un long chemin. C'est un long chemin qu'on a fait. Et prendre en compte tout ce qui a été blessure pour vraiment déposer cela avant que justement ce moment de la révélation arrive, dans lequel nous sommes tous concernés. Je pense que c'était vraiment inhérent, et d'avoir compris que c'était dans l'incarnation et que la chair devait se révéler aussi, mais par notre compréhension. Et effectivement, on ne doit pas s'extirper de notre corps. Je vais encore redire d'une autre manière, mais c'est vraiment profondément ce que nous partageons, c'est profondément ce que nous vivons au cœur du Wu Tao, c'est profondément ce qu'on propose de vivre et d'expérimenter, parce que ça aussi, comment faire quand on a une prise de conscience et que même à 3 ans, tu as conscience que qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que tu n'as pas les mots pour le dire, et qu'il faut, pour moi, aujourd'hui, 55, 56 ans, me dire, mais tout ce temps qu'il a fallu pour vraiment mettre en chair, incarner tout ça, c'est un temps. Et en même temps, sur l'échelle c'est rien du tout. Ma vie, c'est rien du tout à l'échelle de l'univers. Mais pour moi, ça a été énorme, et j'ai vraiment saisi l'occasion de tirer le fil, et je suis très heureuse de le partager là, voilà, et de me retrouver là en parlant comme ça. Et c'est drôle parce que finalement, c'est ce que j'ai vécu, moi, de 20 à 25 ans. En fait, les expériences extraordinaires, les expériences, comme on les appelle à l'INRES, mystiques, d'états de conscience modifiés, nous amènent à voir le monde différemment, en fait. Et c'est magnifique parce que ça nous amène à considérer qu'il y a un au-delà, qu'effectivement nous sommes peut-être des êtres spirituels vivant une expérience terrestre. Ça nous amène à redéfinir complètement nos valeurs, ça nous amène à redéfinir le lien aussi qui nous unit à notre corps, à la nature, à l'univers, à Dieu. Et ça nous amène tout un tas de questions. Et c'est vrai que pendant 5 ou 6 ans, je me suis moi-même un petit peu réfugié dans ces expériences extraordinaires pour expérimenter, apprendre et du coup partir dans ces dimensions voilà, d'états modifiés de conscience qui sont merveilleuses, comme les rêves chaque soir, qui peuvent nous donner des clés, des solutions pour construire notre présent. Mais je crois qu'on a besoin de faire le travail dans les deux sens. On a besoin de cette forme de transcendance et on a besoin ensuite d'incarnation. Et ça passe par un travail
de conscience corporelle, parce que le corps ne se trompe pas. Et c'est ça qui est fantastique, en fait. C'est ça qu'on découvre dans la mémoire cellulaire et dans le Wu Tao. Je vais faire le pont, parce que ce qui est génial vraiment en regardant, moi je vais le dire, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est cet après-midi, mais c'était super d'avoir à la fois ton documentaire, Sébastien, et puis d'avoir l'expérience du Wu Tao, puisqu'à un moment donné, il y a Philippe Bobola qui évoque les atomes qui évoque la double dimension de l'atome, qui est onde et corpuscule. Et donc, et il évoque la libération de l'énergie dans les atomes. Donc, moi, ça m'a vraiment fait penser au Wu Tao. Je me suis dit, mais le Wu Tao, en fait, étant le déploiement de cette onde, de restaurer cette onde orgastique, comme la nomme Wilhelm Reich, voilà, de la laisser venir et se remettre à circuler, en fait, permet aux cellules de l'atome de libérer leur potentiel d'énergie. Exactement. Et par ailleurs, ça m'a amené un peu plus loin dans le documentaire. Alors, je cite, il est dit, il existe un monde, c'est toi Sébastien, je crois qu'il écrit, qui le dit, il existe un monde fait d'angle droit où tout est tranchant, même les bonnes intentions. Et puis, il y a la vie ondulatoire, où la douceur cohabite avec la puissance. En Wu Tao, on parle de 12 puissances. Comment ne pas faire de lien? Un espace où l'amour emporte l'univers dans son évolution, comme aimait le penser Sri Aurobindo. Alors nous pouvons incarner le yoga de l'action, une vie où notre âme est de plus en plus présente, comme pour toutes les expériences mystiques, toucher la grâce de Dieu nous transforme à jamais. Alors j'ai trouvé magnifique que le Wu Tao fasse ce lien, l'onde et le corpuscule, et la libération de l'énergie par la douce puissance de l'onde. Immanou, Paul, est-ce que vous pouvez nous parler de cette onde? Et puis après, Sébastien, de pouvoir rebondir là-dessus. Immanou, la douce puissance de l'onde, Paul? La douce puissance de l'onde, c'est quelque chose que tu soulignes vraiment avec justesse, Delphes. Je vois vraiment les liens que nous avons profonds, j'ai envie de dire. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le temps qu'on passe les uns à côté des autres, je veux dire les uns avec les autres, même si on œuvre dans nos espaces chacun de son côté, mais en fait on œuvre ensemble. Et pour moi c'est ça aussi le côté ondulatoire de nos rencontres, et qui font que ça agit en fait, cette onde, cette fameuse douceur. Et je dirais il y a quelque chose que j'aime beaucoup expérimenter, que j'aime beaucoup faire expérimenter, que nous tenons à vraiment évoquer en permanence, c'est vraiment la douce puissance qui se déploie dans l'onde. Et il y a l'onde qui peut être faite et l'onde qui peut être laissée faire, qui se laisse découvrir et qui se laisse traverser. Et c'est là où elle va être la plus forte, la plus intense dans sa douceur, et c'est là où elle va avoir la résonance avec le tout, sans limite. Donc là, c'est vraiment cette douceur qui se déploie avec une grande puissance. En fin de compte, dans le Wu Tao, on essaye on n'essaye pas, on recontacte cette onde primordiale qui était là à l'action dans l'embryogenèse, donc dans le développement de la chair, de notre forme, de nos organes, de notre constitution. Et quand on recontacte cette onde, on ne peut pas on peut pas le faire avec le système volontaire. C'est l'une des ornières de beaucoup de pratiques aujourd'hui, qui viennent certainement de personnes qui les ont touchées et même mises en forme dans un état particulier, mais qui ensuite aujourd'hui se pratiquent tellement récupérées par le système volontaire qu'on en fait des méthodes. Et le fait d'en faire des méthodes, on nourrit en fin de compte la cuirasse comportementale volontaire qui mange complètement ces principes-là, et donc on les retrouve pas. Et donc dans le Wu Tao, on insiste beaucoup sur le non volontaire, et donc sur le fait de laisser faire, de sentir, de créer un espace où cette onde va pouvoir se déployer. Et donc on pourrait dire ça onde, et non pas j'onde ou j'ondule, ça ondule. Et donc à partir du moment où on sent ça, il y a une désidentification quelque part à la chair qui me constitue, et à une identification, en tout cas un espace que je laisse,
qui est un espace originel de vide, d'espace cosmique, d'ondes, de vibratoires, qui donc va pouvoir, et ne demande que ça, imprégner toutes mes cellules. Mais il y a, quand on touche ça, quelque chose d'un peu inexorable. C'est pour ça que Immanuel avait souligné ça et appelé ça la douce puissance, puisqu'il y a quelque chose, quand on le contacte, qui fait un peu comme un son, qui fait et qui d'un seul coup monte, passe, imprègne, fait de l'espace. Moi, j'ai toujours des visions où c'est comme si ça faisait un peu plus d'espace entre même mes cellules. Oui, les interstices. Au lieu d'avoir des cellules comme ça crée un peu, voilà. Et donc, d'un seul coup, j'ai une vibration qui nourrit et voire même illumine, et ça se voit. C'est-à-dire, quand on regarde nos élèves, on voit un moment quelque chose où ils sont plus beaux, elles sont plus belles, pas dans le sens joli. Ça n'a rien à voir avec la joliesse d'un homme ou d'une femme. Non, il y a quelque chose, et là, voilà. Et c'est exactement cette même chose qu'on retrouve aussi des fois dans la rencontre avec des œuvres d'art. Il y a une beauté, une expression de l'œuvre d'art qui d'un seul coup nous touche et révèle cette même chose en nous. Ou cette chose en nous qui reconnaît ça dans l'œuvre d'art. Voilà pourquoi nous pensons aussi que le Wu Tao est un art et non pas une pratique. Une pratique seulement. C'est un art qu'on pratique, mais c'est pas une pratique, c'est un art. Et on fait ces différences-là pas pour se la jouer artiste ou ceci, cela, etc. mais vraiment parce que c'est important. Je crois que le mouvement ondulatoire est finalement le constituant de la réalité que nous connaissons. Et une fois qu'on l'a compris, finalement, on comprend que la lumière a besoin de traverser notre corps, et tout ce qui vient empêcher finalement cette traversée, c'est à nous de le guérir en fait. Et ce qui empêche cette traversée, ce sont nos nœuds, des mémoires qui se cristallisent, issus de nos blessures, de notre histoire, et c'est magnifique, c'est ce qui va permettre aussi notre déploiement dans le monde. Mais y mettre de la conscience, voir, accepter, sentir, ça nous permet de réinformer ces cellules et de transformer finalement le monde. Donc, que ce soit la mémoire cellulaire, le Wu Tao ou ce que dit Philippe Bobola, je crois qu'effectivement, on touche du doigt l'essence même de notre mission finalement, c'est transformer le chaos en harmonie. Et ça ne veut pas dire l'enlever de l'équation, ça veut dire illuminer tous ces processus créatifs de redéfinition finalement qui nous invitent à grandir. Donc, je trouve ça magnifique ce que vous dites. Merci. J'ai une petite précision par rapport au chaos, mais je pense que tu dois le savoir, mais j'aime bien cette idée-là. C'est dans l'utilisation du terme chaordique. C'est-à-dire qu'on utilise ça, nous, souvent, pour ramener un peu à la conscience des personnes qu'en fin de compte, dans le chaos même, il y a l'harmonie. Il y a, et voilà, du chaos à l'harmonie, pour moi, je l'entends, comment révéler l'harmonie qu'il y a dans le chaos. C'est exactement ça, l'harmonie n'est pas le contraire du chaos finalement. Le chaos nous sert finalement à aller vers l'harmonie, et c'est un processus en fait, un processus de redéfinition, comme je le dis, et souvent on se questionne sur ça, parce que quand on regarde les journaux et qu'on emploie le mot chaos, finalement, c'est toujours quelque chose de très sombre, de très négatif, qui nous amène finalement presque à nous mettre en danger. Mais en fait, ce danger peut nous servir dans ce processus évolutionnaire pour comprendre les processus qui sont en jeu. Et encore une fois, chaque crise représente un choix à faire, en fait, de rester dans des processus qui nous font souffrir ou d'aller vers des processus qui nous font grandir. Et donc, le tout est vraiment de mettre en lumière ces processus de transformation, quoi. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce qui se passe, déjà, moi j'ai envie de témoigner, je ressens cette harmonie, et donc ça me touche profondément, et ça circule, et qu'on soit même à travers des écrans. Je prends le temps de goûter parce que ça c'est délicieux, et j'ai envie de vraiment porter cette attention, parce que on peut le faire en mouvement, mais là déjà il y a du mouvement, et pour moi aussi c'est de pouvoir témoigner de ça, de dire aux personnes, on le ressent à tout moment. Là moi je le ressens, j'ai envie de le dire, j'aurais pu le passer sous silence, mais je baigne déjà dedans. Et pour moi, c'est très important, c'est à la portée de tout le monde, et c'est tout le temps là. Et il suffit simplement de changer de notre attention, de
de notre habitude de se caler dans notre... C'est pas compliqué, Ce c'est n'est pas subtil, compliqué, c'est mais c'est pas subtil, mais c'est compliqué. à la portée de tout le monde. Et moi, je suis ravie de pouvoir voilà, de le ressentir, de le partager, parce que, voilà, j'ai envie de le dire, que c'est vraiment bon. Et puis, oui, se laisser perméable, se laisser être perméable, pour moi, ça a été un long chemin. Le toucher par moment, oui. Après, comment baigner dedans en permanence, ça c'est un entraînement, c'est vraiment pour ça qu'on parle de training aussi. On ose dire qu'il faut s'entraîner à changer de ce paradigme. Et effectivement, comme tu disais, Sébastien, c'est de ne plus se conforter à ce qui nous fait souffrir, mais au contraire surfer, et c'est surfer sur ce qui nous donne la possibilité du changement. Ça, pour moi, ça a été vraiment parce que quand on vient, ben oui, on souffre, oui, on a l'habitude de la souffrance, oui, on est confortable dans la souffrance jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'on est confortable. Comment la quitter? Oui, je veux, mais elle m'attache, et ainsi de suite, c'est ce tiraillement. Il y a un moment, c'est waouh, moi ça, c'est vraiment quelqu'un qui me disait, mais toi, Emmanuel, t'es comme une rideuse, tu prends la vague. Oui, je suis une rideuse, et ça m'a fait, oui, c'est vrai, j'aime la pente. Je fais pas beaucoup de ski, évidemment. C'est une skieuse, elle se reconnaîtra. Laure, je te salue. Elle dit, je te vois, je t'observe, tu prends la pente, tu n'hésites pas. Et ben, ça a été vraiment, même ces mots m'ont permis encore mieux de l'apprendre. Et je la remercie. Mais ça, c'est très important pour le public. Il y a une magnifique phrase de Myriam Bruce qui résume très bien ça. C'est il faut oser être soi au risque d'être vrai, en fait. Et c'est exactement ça. Et en fait, quand on apporte de la conscience à notre corps, à nos ressentis, à nos blessures, à nos joies, finalement, on est dans la vérité. Et c'est cette vérité qui nous fait rayonner. Donc ça nous permet ensuite, dans un second temps, de remettre l'amour, finalement, on en parle dans le tome 4 du film, au cœur des équations, que ce soit dans le lien qui nous unit à notre corps, que ce soit dans le lien aux autres, que ce soit dans le lien à la nature. On a besoin d'amour, et cet amour, il ne peut passer que par cette lumière qui descend en nous et qui se construit dans le lien que nous avons avec notre corps et avec toute la société. Donc, il faut oser finalement s'écouter, prendre un temps pour écouter notre corps. C'est déjà, je pense, faire un gros, gros chemin. Ça, tu ne pourras pas nous dire le contraire, Delphine. Non, je ne dis pas le contraire. Et je rebondis sur la notion d'amour qui est effectivement importante dans le documentaire et où ça se conclut avec cette notion de Teilhard de Chardin de l'amorisation que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé jolie. Et je me suis dit, mais, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire et ce qui aussi transpire dans les documentaires, peut-être que nous sommes amenés aujourd'hui à un peu préciser quand on parle d'amour. Parce que le mot amour peut être galvaudé. Et de quoi on parle quand on parle d'amour? Alors, on va mettre un A majuscule quand on l'écrit, mais peut-être qu'il faut vraiment parler, et c'est vrai qu'en Wu Tao, on évoque ça, d'amour éclairé, d'amour conscient, c'est-à-dire que parce que je peux dire « oh ben je t'aime » et puis que ça soit un amour très névrotique, magnifiquement névrotique, comme on dit, ou comme tu dis aussi, avec même de bonnes intentions. Mais quand à un moment donné, c'est la conscience même qui vient éclairer ce cœur et qui n'est donc plus animé par il ne fait plus le même bruit et qui est animé par autre chose. Donc, est-ce qu'on peut parler d'amour, et je sais que c'est un thème qui est cher à Emmanuel Paul, d'amour éclairé? Quels seraient les thèmes? Comment tu en parlerais, Sébastien? Bah oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs formes d'amour et c'est vrai que le mot n'est pas forcément représentatif. Même si on peut mettre un grand A à tout ce que ça peut véhiculer comme message. Il y a l'amour confiture, chocolat ou autre, effectivement, qui est plutôt voilà, un amour d'attachement. Mais là, on parle d'un amour inconditionnel, finalement. Et l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui fait le tri entre justement ce qui est de l'ordre de nos désirs, de nos attachements ou de nos peurs, finalement. Hein. C'est la facette d'une même pièce. Tout ça, c'est de l'amour avec un petit A. L'amour inconditionnel, c'est cet amour éclairé qui renforce le lien qui nous unit au monde. J'en reviens au lien. Mais quand on donne sans attendre de recevoir, quand on vit l'instant présent en conscience, on sait quelles sont nos peurs, on sait quelles sont nos blessures, on sait quelle est notre histoire, on a conscience de la réalité du monde telle qu'elle est,
on ne vit plus dans l'ignorance, et la conscience qu'on peut porter sur ce lien est une conscience d'amour éclairé. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, et ça demande un travail sur soi pour petit à petit faire la différence. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est un A qui se transforme de jour en jour, un petit A qui grandit, et puis qui prend les formes après d'une majuscule. Alors pour moi, ça serait la vie et les dieux de la vie nous ont donné la possibilité de jouir du corps, de la chair, dans une célébration de la sexualité, des rencontres amoureuses. Et donc avec notre fille Liane, on essaye de lui faire la différence entre je suis amoureuse, non, est-ce que tu es amoureuse ou désireuse ou intéressée? Est-ce que c'est une personne qui t'interpelle? Est-ce que c'est une personne vraiment qui te rend amoureuse, ou est-ce qu'elle te rend simplement désireuse? Et ce petit calque là, simplement dans la relation à notre fille, et elle l'intègre, d'ailleurs on voit qu'elle intègre un peu et qu'elle arrive maintenant à faire la différence, soit pour elle, soit pour ses amis qui se disent amoureux, et où elle se permet de leur dire: attends, est-ce que tu es désireux? Et donc on voit que ça, c'est des notions qui passent. Pour moi, pour recélébrer aussi la possibilité que donne la relation amoureuse, quand l'ensemble est engagé, c'est-à-dire les pulsions, le désir, les sentiments, l'émotion, et puis aussi l'intérêt pour une personne, dans la célébration amoureuse, dans la célébration et la transe de l'acte amoureux sexuel, on tombe, et je pense que tout le monde en a généralement fait l'expérience, on tombe ensuite dans un autre état. C'est-à-dire après l'onde orgasmique, après la jouissance, après etc., on tombe en fusion, cette fusion qui nous fait nous disparaître. C'est-à-dire que cette chose-là qui est si mal vue par les psychologues, à juste titre, quand on devient dépendant de ça, en étant dépendant de l'autre, mais sinon si on était dépendant de ça, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire, dans ce moment-là, je tombe dans quelque chose où je m'oublie, où l'ego quelque part s'oublie et je fusionne complètement. Et dans toute cette phase amoureuse d'ailleurs, ou même quand on sort de ce moment charnel, on y sort par d'abord un recontact qu'on reperçoit entre les limites des corps, où d'un seul coup on sent de nouveau la main qui s'engourdit, qui est sous le dos ou le bras ou la jambe, etc., etc. Et on reprend conscience de soi-même, de nos limites, etc. Et pendant un instant, on était pour moi dans un état d'amour inconditionnel et dans lequel j'ai complètement disparu. Et puis ça va encore perdurer, ou quand je sors de ça et Kimano me dit, ou mon partenaire pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux. Mais t'as envie de manger quoi? Ce que t'as envie de quoi? On a envie de ce que l'autre a envie. On n'a plus de désir, on n'a plus d'envie. Et c'est important parce que souvent on nous fait croire, ou on nous a fait croire, ou en tout cas c'est peut-être seulement moi qui ai cru ça dans mon chemin, que la spiritualité, l'éveil, l'ego, l'être sans ego, c'est quelque chose qui peut s'atteindre seulement sur les sommets, dans les temples, après je ne sais combien. Non, non, vous l'avez tous vécu si vous avez vécu ce que je viens de vous dire dans une expérience amoureuse. La difficulté après, c'est comment je fais pour justement mettre ça complètement dedans. Encore plus, encore plus. Voilà, et c'est ça le chemin. Mais ça nous a été donné, c'est donné à tout le monde. Et ça n'est pas autre chose que ça. Et c'est après d'avoir ce chemin où c'est ça que je veux. Et souvent, les personnes veulent simplement le désir qui amène à ça. Et ils s'attachent après au désir. Et le désir devient plus important que là où ils sont tombés. Voilà. L'être humain naît avec un désir d'infini. Idriss Abelkane le dit très bien dans le film, un désir d'unité aussi finalement. Oui, et c'est vrai que c'est à nous à faire la part des choses entre le désir et l'unité elle-même, pour ne garder plus que l'unité et l'amour, comme tu le disais très bien. Voilà. Sébastien, je suis ravi de ces moments, de ces mots et de leurs vibrations.
Bah écoute, je crois qu'on peut pas mieux finir que sur l'amour, hein. Je pense que c'est ça l'amour. Voilà. On est en amour en fait pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, Et il par faut se rapport à... l'autoriser au quotidien. C'est vrai que on peut très vite se laisser embarquer par la roue de la culpabilité, par la roue des questionnements, par tout ça. Et je crois qu'en revenir, encore une fois, c'est pas pour faire l'apologie du Wu-Tao, mais presque, en revenir au corps, ça nous aide en fait. Ça nous aide à sortir des processus mentaux, à savoir si ce concept est bien ou pas bien, ou est-ce que... Non, prenez 1 heure tous les matins pour méditer, pour faire du tai chi, pour faire du Wu-Tao et pour mettre le corps en mouvement, et ça va nous aider finalement à apprendre toutes les lois de la vie, ça va nous apprendre à vivre dans l'impermanence, ça va nous apprendre à vivre dans une posture de créativité, de lâcher prise, d'instant présent, de favoriser ce lien. Et, et ça, dans ce retour au corps, il n'y a rien de mieux. Ouais, dans le retour à la corporalité, et puisque c'est beaucoup le terme qui est utilisé en Wu Tao, et je pensais aussi donc en rentrant dans le sentiment et le sentiment du geste, et ça me ramène quand vous étiez en train d'évoquer, tu as parlé d'attachement à un moment donné, Sébastien, qui est un terme qui est très utilisé dans différentes traditions. Et c'était justement je pense que le Wu Tao m'a enseigné que le lieu de la corporalité est le lieu de la révélation, justement. Et dans ce lieu de la révélation, quand je pratique l'art du Wu Tao, il y a eu ce moment et ce temps de révélation où j'ai pu ressentir qu'à un moment donné, ce n'était pas parce que j'ai beaucoup contre l'attachement affectif, la dépendance affective, a beaucoup œuvré là-dessus, dans le lien à ma mère, etc., etc., mais etc., etc., mais de sentir que ce n'était pas en réalité à me focaliser sur l'attachement et défaire absolument l'attachement je me focalisais là-dessus et quelque part je ne m'en sortais pas, mais j'ai senti que la pratique et peut-être les fameux tissus aussi dont parle Philippe Bobola en parlant des kogis qui voient le monde comme un métier à tisser. La Terre est un immense métier à tisser sur lequel le soleil dépose sa toile de vie. Le symbole de vie et le métier à tisser, puisque tous les points sont reliés aux autres. Et dans le Wu Tao et l'art du Wu Tao, on sent les fascias et tous les tissus qui se relient. Et moi, j'ai ressenti profondément que plus je sentais ce lien à l'intérieur de moi, plus je sentais ce lien qui se tissait à l'intérieur de moi et que tout était relié, plus la porosité se faisait entre l'intérieur et l'extérieur, que ça n'existait plus. Et qu'à ce moment-là, l'attachement, ça se dépose tout seul, en fait. C'est tellement rempli, tellement plein qu'il n'y a pas il n'y a plus de vide. Mais c'est Mais un plein vide. toutes nos blessures, finalement, sont à mettre en lumière. Il faut les voir, il faut les accepter pleinement, en fait. Et c'est en les acceptant pleinement qu'on va se libérer jour après jour, en fait. Trop souvent, c'est vrai que voilà, quand on sent des choses qui nous peinent, qui nous mènent la vie dure, on a tendance à vouloir les repousser, en fait. On les repousse, on les met à l'écart, on se dit c'est mal. Et en fait, la conscience du corps nous invite à le sentir, à l'observer. Et ça, c'est un programme de réinformation finalement de nos cellules, de comprendre pourquoi j'ai ce sentiment d'attachement, pourquoi j'ai ce désir, est-ce qu'elle est connectée peut-être à une peur que j'ai aussi, et souvent c'est le cas, ça nous amène dans une course effrénée parce qu'on a peur de manquer ou qu'on a peur de ci ou ça, et finalement en faisant ce travail de conscience, on se libère de ces blessures, de ces peurs, de ces attachements, de ces désirs, mais en les embrassant finalement. C'est ce principe d'amorisation finalement du monde et de l'ensemble de nos histoires personnelles. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de nos peurs, il ne faut pas avoir peur de nos désirs, il ne faut pas avoir peur de notre hypersensibilité, il ne faut pas avoir peur de tout ce qui nous caractérise, mais il faut la regarder droit dans les yeux, parce que c'est ça qui nous fait du bien. Et c'est vrai que le corps, comme on l'a dit tout à l'heure, ne ment pas. Le corps nous dit la vérité, et donc au-delà de tout ce qu'on peut imaginer grâce à notre mental et notre ego qui est génial pour mettre en application des choses, il faut qu'on en revienne à cette vérité-là, parce que cette vérité-là, elle va nous permettre justement un éveil qui nous invite à changer beaucoup de choses ici et maintenant dans la vie de tous les jours. Ça me donne l'envie de vous partager par rapport à ce que tu dis, Sébastien. C'est comment dire?
Moi, je me suis questionnée avant de créer le Wu Tao, qu'est-ce que c'était l'amour? Parce que je voyais que c'était tronqué, comme tu disais, Delphine, euh, que, que voilà, c'est galvaudé, ceci, cela. Et alors, moi, j'ai bien vu que je ne savais absolument pas ce qu'était l'amour. Je, alors, je n'avais pas de point d'appui. Et là, j'étais très, très mal à l'aise parce que du coup, c'était vraiment un départ dans la vie un peu hard parce que je me suis rendu compte que c'était un trou immense. Je n'étais pas capable de dire à quelqu'un, ni même pour moi, qu'est-ce que c'était. Alors, j'ai fait une chose, je me suis dit, eh ben, tu ne sais pas ce qu'est l'amour, mais par contre, tu as peut-être la force et la capacité de voir ce qui n'est pas l'amour pour toi. Et j'ai commencé comme ça à enlever tout ce qui me semblait pas être de l'amour. Donc, parce que du coup, quelque chose au fur et à mesure d'enlever tout ce qui n'était pas, tout ce qui était du conditionnel, tout ce qui me faisait du mal ou ce qui faisait du mal à l'autre, alors que ce soit moi vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi et ainsi de suite. Et j'ai dépouillé, dépouillé, dépouillé. Et ce qui est resté pour moi, je ne pouvais pas le nommer, mais je me suis dit, ça pourrait être l'amour. Parce que je ne peux pas le nommer. Mais par contre, je peux le ressentir. Et ça, ma corporalité ne pouvait pas mentir. Et ça a été vraiment un un long chemin. Hein. J'ai envie de dire, je suis partie dans le dark, hein, parce que c'était sombre et c'était pas bon, c'était pas très agréable à vivre. Mais le processus, au fur et à mesure d'enlever, d'ôter, quelque chose a émergé. Et ça, c'était vraiment important. Et aussi quelque chose par rapport au cheminement, c'est aussi, bon, comme chacun a ses relations avec sa famille, on va partir de là. Et j'avais vraiment de la colère vis-à-vis de ma mère et je ne comprenais pas pourquoi cette colère était si énorme je lui en voulais parce qu'elle ne m'aimait pas. Donc voilà, hein, c'est un long chemin. Et donc je me suis dit que c'était important d'en parler parce on met ça sous couvert et, euh, et en fait, à un moment donné, je me dis, mais je peux pas rester comme ça toute ma vie avec ce reproche, c'est pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte, mais si je lui reprochais de ne pas m'aimer, alors pourquoi moi je pouvais pas l'aimer? Et à un moment donné, je me suis dit, mais rien ne t'empêche. Je me suis rendu compte que j'avais tellement d'amour, en fait, et que je ne pouvais pas l'exprimer comme je pouvais. Et qu'en fait, je me restreignais dans ce petit truc étriqué de ce que je pensais être l'amour, qu'à un moment donné, j'ai ouvert les vannes. Et ça a été, comme tu disais, Delph, tous ces défaits, c'était vraiment, vraiment aussi simple que ça. Rien ne m'empêchait d'aimer, mais je voulais que l'autre puisse me donner l'autorisation d'aimer à la grandeur de ce que je pouvais émettre. Et là, ça a été vraiment, waouh, une magnifique guérison et ça a été plein d'amour. Voilà. Ça me rappelle une citation, alors je ne sais plus de qui elle est, qui dit « L'amour est l'abandon de toute logique, le renoncement au schéma rationnel et au schéma répétitif. » Et on est là-dedans, en fait. Ouais, complètement. Complètement. Voilà. Eh ben, écoutez, pour ce moment et ce temps de fin, je vous donne aussi un petit bouquet de petits messages qui ont été sur Facebook et que m'a transmis Céline. Sandrine, le Wu Tao est un état de conscience amplifié, totalement incarné en présence. Le corps, la corporalité est en état de conscience amplifiée. Waouh, j'adore votre message, ça fait du bien de voir des personnes vraies en amour. Oui, ne plus résister, écrit Delphine, à la circulation, vivre la totalité, la complétude, l'immobilité en mouvement, le silence en musique. Valérie, oser être vrai au risque d'être soi. C'est tellement intelligent, cette différence amoureuse, désireuse, extraordinaire conscience. Magnifique, écrit Francine, ça fait du bien à entendre. Je me réjouis de découvrir ton film, Sébastien, écrit Judith. Véronique, je vais aller découvrir le Wu Tao. Et Marie-Aliette, enlever ce qui n'est pas de l'amour. Voilà pour un petit bouquet de fin. Waouh, bah, tu vois, on parle d'amour et le chat Richard nous rejoint. Il est les pattes en l'air. Il a senti les bonnes énergies. C'est vraiment très bon. Merci, merci encore Sébastien, merci Manu et Paul pour ce moment, je me suis régalée. Merci à vous tous, c'était un plaisir. C'était un plaisir de discuter avec vous, c'est toujours trop court, mais en tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir partagé ces moments. On va parler aussi de quelques petites choses comme des fascias que tu as évoquées, Delphine, dans le prochain Inexploré. Donc pour tous ceux et celles qui veulent un média libre et indépendant, n'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir aussi. Et puis, pensez
au livre sur le souffle du Wu Tao. Vraiment, il y a... Non, mais sans déconner, j'ai retrouvé vraiment 1001 concepts qui sont aussi dans le film du chaos à l'harmonie. Et c'est pas pour rien qu'on est sur la même longueur d'onde. Bah non. Bon, On est sur les ondes, Sébastien. À refaire d'autres rendez-vous comme ça. Avec plaisir. Avec grand soleil, Sébastien. Sur les fascias, ça peut être bien d'ailleurs. Ah bah là, Myriam qui était invitée, je crois, chez vous il y a 2 semaines, a écrit l'article. Donc vous voyez, c'est une petite famille hein, finalement. Finalement. Voilà, merci encore, Sébastien. Merci encore, Sébastien. Merci à toutes et tous qui nous avez écoutés ce soir. Vous pouvez aussi diffuser, faire rayonner l'INRES, le Wu Tao, en partageant, en diffusant les podcasts, les infos. On a besoin de nous toutes et tous. Nous sommes nos meilleures ambassadrices et ambassadeurs pour faire diffuser cette beauté, j'oserais dire, cette grandeur, voilà, cette grandeur d'âme et ce lien qui se tisse. Et j'aime avoir aussi que c'est cette toile que nous tissons depuis des années avec certaines tribus, qu'aujourd'hui, il y a une sorte de floraison et d'éclosion, voilà, de toute cette toile. Et ça me réjouit le cœur et l'âme. Voilà. Donc, à très bientôt, à très vite. Merci Delphes. Belle et douce soirée. Ciao tout le monde, belle soirée à tout le monde. À bientôt, au revoir. Ciao. À bientôt, au revoir.